ravis de commencer notre premier webinaire sur le programme Horizon Europe avec notre communauté de points focaux institutionnels. Nous avons décidé de le faire en premier lieu avec vous parce que vous êtes le premier relais pour nous à l'échelle de vos établissements et à l'échelle de votre communauté. Et nous avons au cours de l'année 2020 capitalisé sur votre implication, votre dévouement, vos participations aux différentes formations organisées par le GPE. Et nous avons aussi remarqué une remontée de capacité de la part de beaucoup de points focaux institutionnels et de leur implication dans le programme Horizon 2020. On espère garder ce réseau, on espère continuer à travailler avec vous, on espère aussi réussir notre intégration dans le futur programme 4 Horizon Europe, sur laquelle nous sommes en train de travailler. Votre apport sur ce plan-là est très important pour nous parce que vous faites partie de notre réseau, vous êtes des parties prenantes dans le cadre de cette négociation et votre implication et dévouement et votre travail à l'échelle institutionnelle nous aidera à améliorer nos résultats et aussi à garantir l'implication de nos chercheurs et dans le futur programme 4 Horizon Europe. C'est vrai que Horizon 2020, nous avons eu de bons résultats, mais il faut continuer à travailler. On va dire que ce n'est pas suffisant parce que réellement, sur terrain, on a beaucoup de capacités, on a d'excellents chercheurs, on a d'excellents PME innovateurs et il faut impliquer la communauté dans le futur programme 4 pour améliorer notre rayonnement à l'international et pour aussi continuer à exceller dans ce programme. Notre présentation aujourd'hui, elle va être avec mes collègues NCP. Donc, à mes côtés, j'ai Madame Emeni Charrat, NCP Widening, Madame Shaima Fersi, NCP. Je vous laisse vous présenter, c'est l'idéal. Donc, allez-y, Emeni. Donc, bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui parmi nous. Donc, je me présente, Amélie Majoubi Charad, je suis point de contact national pour la thématique Spreading Excellence and Widening Participation et pour la thématique JRC, le Joint Research Center. Et je suis également le représentant national COST, donc European Cooperation in Science and Technology. Merci. Merci Emeni. Donc, je me présente, je suis Shaima Fersi, je suis le point de contact national sur la thématique nanotechnologie, matériaux avancés, biotechnologie et procédés avancés. Merci d'être là aujourd'hui pour suivre ce webinaire ensemble. Allez-y, Sunda. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je suis Sunda Zeri, je suis NCP pour le pilier SMI. Et je suis membre du réseau Enterprise Europe Network et je suis à l'EPI, à l'Agence de promotion de l'innovation et de l'industrie. Donc, je vous souhaite une bonne participation. Voilà. Monsieur Barhoumi. Bonjour tout le monde. Je suis Walid Barhoumi, je suis le point de contact national de la thématique TIC, la thématique technologie de l'information et de la communication, qui a changé de nom dans Horizon Europe. Maintenant, on parle de digital et merci pour votre présence. Philippe, tu es là? Oui, je suis là. Bonjour à tous. Bienvenue à ce premier webinaire sur Horizon Europe. Donc, Philippe Rossignol, je suis expert technique international, Expertise France. J'appuie l'UGPE dans son action. Je vous souhaite un excellent webinaire. Merci à vous tous.
pour votre implication. Donc, j'ai un petit souci avec ma présentation qui n'avance pas malheureusement. Mariam, si tu veux, on peut donner la main à quelqu'un parmi nous et vous allez nous suivre. Madame Mariam, vous voulez que je partage mon écran? Là, c'est bon? Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, Oui, c'est bon. D'accord. Alors, je vais devoir garder ce mode-là parce que j'arrive pas à avancer avec… La première partie de ma présentation sera sur la performance globale du programme Horizon 2020. Donc, le résultat que nous avons atteint à la date du 22 décembre 2020. Actuellement, nous avons 67 projets, donc 67 contrats signés. Concernant les soumissions éligibles, on est à 420 soumissions. Notre taux de succès moyen, il est de 16,9%, au-dessus de celui de la Commission européenne qui est de 12,1%. Donc, les thématiques les plus performantes dans le programme Horizon 2020, c'est les changements climatiques, environnement et changements climatiques et tout ce qui est sciences humaines et sociales. Donc, le positionnement de la Tunisie dans la région MENA, on garde toujours la première position. La Tunisie se place premier dans le programme Horizon 2020 contre la 3e place au 7e programme 4. Donc, actuellement, on peut dire qu'il y a eu une augmentation de 64% par rapport au 7e 4 dans le cadre des projets de RI. Nous avons aussi atteint un large spectre de thématiques telles que la thématique Food et Climate. Nous devons aussi travailler sur d'autres thématiques qui est la sécurité et l'espace. Donc, l'augmentation de nos projets, elle est de 40% pour la même période. Et notre budget, il a été multiplié par 9. Actuellement, on est aussi classé, donc premier, j'ai déjà dit ça, dans la zone MENA. La deuxième partie de ma présentation sera portée sur la feuille de route d'Horizon 2020. À l'échelle du ministère, nous avons travaillé depuis des mois pour préparer l'association. Vous savez tous que le programme Horizon 2020 prend fin en 2020, à partir du mois de décembre. Le 1er janvier 2021 sera lancé le 9e programme 4, Horizon Europe, et la Tunisie a déposé une demande pour l'association depuis le mois de décembre dernier et nous sommes en train de négocier et finaliser les procédures administratives pour notre association avec la Commission européenne. Donc, c'est un travail de 4 années qui a été couronné par un bilan positif. Nous espérons pouvoir intégrer le nouveau programme 4, mais il faut réellement travailler sur ça. Le processus que nous avons préparé est divisé en 3 étapes. Il y a un travail à faire à l'échelle nationale, il y a aussi un travail à faire à l'échelle européenne, il y a aussi la stratégie de mise en œuvre, interne et externe. Donc, dans le cadre, sur le plan national, il faut travailler sur un argumentaire solide, valorisant le positionnement de la participation de la Tunisie à Horizon 2020. Il faut aussi faire une simulation financière et technique, faire ressortir
les bénéfices de la participation de la Tunisie à Horizon Europe. Il y a aussi une troisième étape à laquelle nous souhaitons votre implication. Il s'agit de bilan et la vulgarisation et l'appropriation. Il faut commencer à diffuser nos résultats auprès de notre communauté scientifique pour susciter leur adhésion au nouveau programme. Il faut aussi valoriser les performances et les indicateurs tunisiens d'Horizon 2020. Les composantes de l'argumentaire national comportent 3 volets. Il y a un volet technique, un volet financier et un volet politique. Le volet technique se compose, bien entendu, du bilan et des résultats financiers de l'association. Le volet financier, ce sera les mécanismes de financement qui seront arrêtés par l'UE, la possibilité de négociation, d'un rabais, d'un ticket d'entrée, d'une possibilité d'un remboursement d'une partie du ticket par l'UE, etc. Le troisième volet politique, il s'agit de sensibiliser les acteurs politiques en Tunisie pour faire passer le message aux membres du gouvernement, parce que vous savez tous que l'accord d'association pour être applicable, il doit être validé par l'ARP, notre Assemblée républicaine du peuple, parce que c'est les procédures des conventions à l'international. À l'échelle européenne, nous avons commencé notre travail auprès des différents départements de la Commission européenne. Donc, il y a des réunions qui ont été déclenchées depuis le mois de septembre avec la DGRTD à la Commission européenne pour aussi négocier et commencer les différentes négociations. Donc, concernant le processus d'Horizon Europe, après la validation de la Commission européenne et toutes ces instances, le Parlement doit aussi ratifier. Nous allons voir ce processus-là. Donc, une autre mise en place d'une stratégie de lobbying et de concertation à l'échelle nationale sera faite par la mise en place d'un comité ad hoc à l'échelle du ministère composé des différentes directions générales impliquées dans la recherche et l'innovation. On a aussi organisé des réunions interministérielles pour impliquer tous les secteurs tels que TIC, santé, industrie, agriculture, environnement dans cette négociation. Il y a aussi des réunions de sensibilisation avec les organismes de recherche. D'ailleurs, notre webinaire fait partie de ces réunions de sensibilisation et aussi la bonne compréhension du nouveau programme. Un conseil ministériel restreint sera organisé plus tard et la ratification de la commission de l'éducation au sein de l'ARP. Donc, actuellement, à la Commission européenne, et tel que ça nous a été rapporté par notre ambassade à Bruxelles, en juillet, les négociations, les cadres financiers pluriannuels a démarré, caractérisés par d'importants réajustements budgétaires qui ont été proposés. Les premières propositions étaient en deçà des attentes du Parlement. Donc, le Conseil de l'Europe, il avait transmis, après la validation du programme, il a transmis au Parlement pour validation. Donc, le 22 septembre, le président par intérim du Conseil a plaidé devant les membres de la Commission du budget du Parlement pour l'obtention du crédit supplémentaire pour le programme Horizon 2020. Mais cela a montré quelques tiraillements dans la mesure où le Conseil, l'Union européenne, elle trouvait que, le Parlement, pardon, trouvait que le financement était en deçà des attentes et à cause de la pandémie actuelle et les circonstances, il fallait aussi augmenter ce montant-là et normalement, le seuil sera rehaussé, donc au lieu de 120 milliards, ils ont opté pour un montant de 80 à peu près 9 milliards d'euros.
Et la répartition du budget sera discutée lors des préjeunes fin octobre, enfin, on va dire, ça a déjà commencé. La troisième partie, donc, Horizon Europe, tel que ça a été présenté, le programme sur le volet technique présente plusieurs objectifs, dont principalement renforcer l'excellence de la recherche fondamentale, renforcer le lien entre RI, la recherche et l'innovation, soutenir la mise en œuvre des priorités politiques de l'Union, notamment des objectifs de développement durable et l'accord de Paris, promouvoir une recherche et innovation responsable, renforcer la dimension du genre, on l'a vu, donc c'est pratiquement les mêmes objectifs qu'Horizon 2020, renforcer les liens entre les secteurs et les disciplines, la coopération internationale, l'infrastructure de recherche dans tout l'espace européen de recherche, attirer les talents, donc il faut fidéliser les chercheurs et les innovateurs dans cet espace-là, promouvoir la science ouverte, encourager l'exploitation des résultats de la RI, réaliser par le biais des missions de RI des objectifs ambitieux dans un délai fixé, améliorer la relation et l'interaction entre la science et la société, accélérer la transformation industrielle. Donc, et nous allons voir l'intérêt d'avoir ce pilier-là dans le programme, stimuler les activités de RI dans les PME et les startups. Donc, les changements par rapport à Horizon 2020, il y a eu un petit changement dans le comité programme, dans la mesure qu'actuellement, il y a seulement une dizaine de configurations. Donc, vous savez tous que nous avons mis en place un réseau de conseillers scientifiques en Tunisie. Le rôle de ces conseillers scientifiques émane dans la structuration à l'échelle nationale d'un réseau thématique national pour préparer les priorités nationales de recherche et remonter ces informations à la Commission européenne via leur participation à ces comités programmes. Et ces comités, ce qu'on appelle les comités stratégiques. Il y a le comité stratégique de configuration, il y a l'ERC, l'Européen, il y a le Marie Curie Skłodowska Action, Research Infrastructure, Health, Culture, Creativity and Exclusive Society, Civil Security and for Society, Digital Industry and Space, Climate, Energy and Mobilité, Food, Bioéconomie, Natural Resource, Agriculture and Environment. Donc, et finalement, il y a le EIC et le Widening, que vous allez voir en détail avec, donc, c'est une nouvelle thématique d'Horizon Europe, que vous allez voir en détail avec mes collègues tout à l'heure. Donc, ce qui est nouveau dans l'organisation par rapport à Horizon 2020, un petit changement dans le plan stratégique pluriannuel. Donc, il y aura des échanges approfondis avec le Parlement et la consultation du partie prenante et du grand public. Le plan stratégique, donc, aura des principales orientations stratégiques pour le soutien à la RI, description des impacts attendus, des problèmes intersectoriels et des domaines d'intervention couverts, identification des partenaires européens, identification des missions, domaines de coopération internationale, les questions spécifiques telles que l'équilibre entre recherche et innovation, intégration des sciences humaines, rôle des technologies clés et des chaînes de valeur, l'intégration de la dimension du genre, donc ça a déjà été dit. Concernant les missions, c'est ça la nouveauté, donc dans le programme Horizon Europe. Donc, une mission est un portefeuille d'action dans divers domaines. L'objectif est d'atteindre comment dirais-je, des résultats mesurables et dans un délai fixe, ayant un impact pour la société et le processus décisionnel, ainsi que de la pertinence pour une partie considérable de la population européenne. Donc, je ne pense pas que la visibilité n'est pas encore claire. Donc, il y aura 5 missions, ce qui est sûr. La première, c'est tout ce qui est climatique, la régénération, la deuxième, tout ce qui est santé des océans, le cancer aussi, vaincre le cancer, l'une des priorités dans le monde entier, les villes intelligentes et neutres en carbone. Nous avons vu avec le lancement
du programme Green Deal, santé des sols et des alimentations. Donc, tout ce qui est bien-être sera autour de ces missions-là, bien sûr, et on avait vu l'intérêt avec la pandémie du Covid. Donc, je ne vais pas m'attarder sur l'organisation, on va voir plus tard ça en détail. Tout ce qui est règles de participation, dans le cadre du programme Horizon 2020, le changement, c'est que parmi les 3 partenaires exigés, actuellement, il faut avoir au moins un membre de l'UE ou État associé. Le financement aussi, il y aura quelques changements dans le cadre de financement. La tendance est de simplifier donc, la gestion financière pour les porteurs de projets pour faire des sommes forfaitaires. Reste qu'on attend toujours la publication finale de cette réglementation et des prototypes. Donc, il suffit de justifier les coûts par des documents techniques, des publications, qui fait quoi. Par contre, il n'est plus nécessaire de présenter a priori, hein, je ne suis pas sûre, des feuilles de temps, tout ce qui est contrat, tout ce qui est dépréciation du matériel et les dépenses, les justifications des déplacements et des frais réels. Donc, l'organisation de ce programme-là sera présentée en détail, thématique par thématique, par mes collègues. Je vous remercie pour votre attention. Je préfère garder la session de questions-réponses à la fin. On ne sera pas long, donc je cède la parole à ma collègue. Donc, Shaima. Merci, Madame Malia. Est-ce que vous pouvez éliminer le partage d'écran? Ah, merci. Je vais partager le mien. Est-ce que vous voyez mon écran là? Je vais essayer de mettre plein écran et j'espère que ça ne va pas poser problème comme tout à l'heure. Alors, merci à tous d'être là parmi nous. De point de vue architecture, globalement, on a gardé la même architecture que le programme Horizon 2020 avec quelques modifications sur lesquelles on va s'attarder une par une selon le pilier concerné. Donc, on a l'architecture en 3 piliers. Le premier destiné à l'excellence scientifique, le deuxième pour les problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne et le troisième pour une Europe plus innovante. Personnellement, je vais m'attarder sur le pilier 1 et par la suite, je vais céder la parole à mes collègues points de contact nationaux. Donc, concernant le pilier 1 qui concerne l'excellence scientifique, ça n'a pas vraiment changé pour quelques composantes, mais par contre, pour d'autres composantes sur lesquelles je vais m'attarder une par une, il y a eu quelques changements. En gros, ce premier pilier a pour objectif de développer l'excellence scientifique de l'Union européenne et de repousser les frontières de la connaissance et qui est décliné en 3 parties sur lesquelles je vais m'attarder une par une. Donc, la première partie est destinée au Conseil européen de la recherche, ERC. Donc là, on n'a pas eu vraiment de changement. La deuxième partie, c'est les actions Marie Sklodowska-Curie, MSCA. On verra par la suite les changements qu'il y a eu par rapport à Horizon 2020. Et la dernière partie et la troisième, c'est les infrastructures de recherche, tout ce qui est IR. Donc, je vais commencer par la première partie, le Conseil européen de la recherche. Donc, là, il s'agit, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas vraiment eu de changement. Ça reste toujours un programme scientifique blanc
Et donc, c'est un programme sans contrainte de thématique, toujours bottom-up. Et le seul critère, comme ça a été le cas pour H2020, c'est l'excellence scientifique. Et donc, les chercheurs qui peuvent y participer doivent appartenir soit à des États membres, soit à des pays associés à Horizon Europe, sans critère de nationalité. Donc, on a différents types de bourses individuelles. Donc, on a 5 types de bourses. Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant, Synergy Grant et la dernière bourse, c'est Proof of Concept. Je vais m'attarder sur ces bourses dans la diaporama qui suit. Les objectifs et les outils, ça reste toujours similaire à ceux utilisés dans Horizon Europe. Donc, ce tableau résume donc, les objectifs de chaque bourse, qui pourra en bénéficier et les montants alloués avec les durées maximales. Donc, pour la première bourse et la seconde, la différence, c'est le nombre, la date d'obtention de la thèse. Si le docteur a obtenu sa thèse entre 2 et 7 années, donc il pourra bénéficier d'une bourse appelée Starting Grant, qui lui permettra de consolider des équipes de recherche autour d'un projet. Bien évidemment, ça doit être un projet ambitieux puisqu'on parle d'une excellence scientifique. Les montants alloués sont aux alentours de… donc, c'est toujours le maximum que je donne là. C'est 1,5 million d'euros. Auquel on peut rajouter donc une enveloppe de 1 million d'euros pour financer l'achat d'équipements, ou bien l'accès à une infrastructure, ou bien des frais liés à l'expérimentation ou pour des déplacements sur terrain. Donc, la durée maximale de cette bourse est de 5 années. La période est donc prise en compte après la thèse. Et donc, on aura probablement des extensions dans des cas précis. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. La troisième bourse, il s'agit donc pour la deuxième, c'est juste la date de thèse, donc d'obtention de thèse. On doit avoir une thèse depuis 7 à 12 années, donc 7 à 12 années d'expérience. Et pour les montants et les durées, c'est la même chose que Starting Grant. Pour la troisième bourse, il s'agit de Advanced Grant. Donc, ce sont des bourses qui permettront à des scientifiques confirmés de proposer un sujet en rupture par rapport à leurs activités de recherche et donc toujours ayant comme principal critère l'excellence scientifique. Donc, ce sont des chercheurs confirmés, reconnus dans leur domaine et donc qui peuvent disposer de titres et de travaux d'excellence dans leur domaine d'expertise. Donc, les montants, c'est aux alentours de 2,5 millions d'euros. Toujours, on a une enveloppe supplémentaire de 1 million d'euros pour financer, comme tout à l'heure, des achats d'équipements, des déplacements, l'accès à des infrastructures, ainsi de suite. La durée est aussi au maximum 5 années. On passe aux 2 autres types de bourses. Pour le Synergy Grants, il s'agit de bourses collaboratives. Donc là, on ne parle plus d'un seul chercheur, mais c'est plutôt des clusters de 2 à 4 porteurs individuels. Donc, ce sont les PI, les Principal Investigators, ainsi que leur équipe, bien évidemment. Et donc, chacun d'eux doit soumettre, selon sa propre situation, sa candidature et il doit démontrer que le projet qu'ils proposent ensemble ne peut pas être mené ou effectué par lui seul. Donc, il s'agit d'un cluster, mais chacun de ces chercheurs impliqués doit justifier son apport personnel dans le cadre de ce projet. L'enveloppe allouée donc, est de 10 millions d'euros, auxquels peuvent s'ajouter 4 millions d'euros, et la durée maximale étant de 6 années. La dernière bourse pour le ERC, donc c'est Proof of Concept. Et là, donc, les chercheurs qui peuvent bénéficier de cette bourse doivent avoir déjà des bourses ERC, soit en cours, soit des projets précédents. Donc, ils ont déjà bénéficié d'une autre bourse. Et donc, là, le financement, c'est un financement forfaitaire
qui est de 150 000 € et la durée ne peut pas dépasser 18 mois. Je vais passer maintenant à la deuxième partie du pilier 1 qui est alloué aux actions MSCA. Donc, le principe n'a pas vraiment changé par rapport à Horizon 2020. Donc, ça vise toujours à encourager des mobilités de chercheurs entre pays, secteurs et disciplines sur des projets de recherche et des programmes de formation. Donc, ça reste toujours comme principal objectif de favoriser la carrière de chercheur. C'est un programme blanc qui vise la formation et la mobilité de chercheurs. On a plusieurs outils. On va voir les différences par rapport au programme H2020. Donc, pour tout ce qui est réseau de doctorants, on a une simplification par rapport aux 3 actions d'Horizon 2020, les actions ITN d'Horizon 2020. Maintenant, on a une seule action qu'on appelle Doctoral Networks. Donc, c'est des réseaux de doctorants et ça a été simplifié à une seule action. Les bourses postdoctorales, donc European Fellowship and Global Fellowship. Staff Exchange, c'est l'équivalent de RISE en Horizon 2020. Co-Found, c'est des synergies encouragées avec l'European Education Area, l'European Regional Development Fund et l'European Social Fund. Et MSCA and Citizen, c'est le prolongement du programme Nuit des chercheurs dans Horizon 2020. Donc, je vous montre ici aussi un tableau récapitulatif. Donc, regroupant les différentes bourses. Donc, pour les réseaux de doctorants, donc là, comme son nom l'indique, les bénéficiaires sont des doctorants. Donc, c'est des étudiants-chercheurs qui sont en train de faire leur thèse de doctorat. Et donc, la durée maximale de cette bourse, elle est de 4 années. Les bourses postdoctorales, c'est plutôt destiné à des docteurs ayant obtenu leur diplôme de doctorat. Et l'objectif, c'est de développer et relancer leur carrière pour avoir un plus grand potentiel, pour acquérir d'autres notions. Et donc là, on a deux types, deux durées différentes selon le type. Pour European Fellowship, la durée est entre 12 à 24 mois. Et pour le Global Fellowship, c'est destiné pour des pays tiers, donc c'est sous forme de secondment, des mobilités, d'une durée allant de 24 à 36 mois. Et là, on a une obligation d'avoir 12 à 24 mois dans le pays tiers et par la suite avoir un retour obligatoire de 12 mois dans un État membre ou pays associé. Pour les staff exchange, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pratiquement le RISE dans Horizon 2020. Et là, on n'a pas de bénéficiaires bien définis, c'est tout type de personnel. Donc, on peut avoir un personnel administratif, personnel technique, chercheurs, personnel du secteur privé. Donc, ça peut englober toutes sortes de bénéficiaires, mais c'est des programmes qui visent des mobilités allant de 3 à 12 mois maximum par candidat. Et le projet en lui-même, ça dure 4 ans pour favoriser donc les mobilités de tout le staff. Les deux dernières bourses, il s'agit donc d'une bourse co-found. Donc, c'est une action, comme son nom l'indique, c'est un cofinancement. Donc, d'une part par la Commission européenne pour encourager les programmes de mobilité et de formation régionaux. C'est une action monobénéficiaire et on apporte une attention particulière pour les nouveaux bénéficiaires et les nouveaux programmes de formation. Donc, il s'agit donc des programmes soit doctoraux, soit des programmes pour des chercheurs expérimentés. Et donc, la durée maximale est de 60 mois. Pour la bourse MSCA and Citizen ou le projet MSCA Citizen, c'est l'équivalent de la nuit des chercheurs dans H2020. L'action vise à rapprocher les chercheurs du grand public et donc tout le monde pourrait être impliqué
on n'a pas de spécificité bien définie, si mes informations sont bonnes, sur la durée maximale de ce genre de projet. Donc, la dernière composante du pilier 1, il s'agit des infrastructures de recherche. Donc, ce sont des installations qui fournissent des ressources et des services qui sont utilisés par les communautés de chercheurs ou de recherche pour mener leurs travaux et favoriser l'innovation dans leur domaine scientifique. Donc, il s'agit de gros équipements ou ensemble d'instruments scientifiques remarquables, des infrastructures ou réseaux d'observation, par exemple, d'une nature unique, des ressources cognitives comme les collections, les archives, les bibliothèques scientifiques, ou bien encore des infrastructures virtuelles telles que les bases de données, les systèmes informatiques, les réseaux de communication. Donc, ça peut être sous forme de monocytes ou bien distribué, ou encore sous forme de sites virtuels. Donc, l'Europe dispose maintenant d'un paysage mature d'infrastructures de recherche, donc grâce au programme cadre précédent. Donc, pour Horizon Europe, les budgets de recherche et d'innovation nécessiteront des investissements intelligents pour stimuler le développement de nouvelles infrastructures de recherche afin de combler les lacunes en matière de connaissances et de réponses aux besoins émergents. Donc, ils veulent pousser encore plus la maturation de ces infrastructures de recherche. Donc, ce qui est nouveau, c'est que ça va s'articuler autour de 4 grands domaines. Il s'agit de consolider et de développer le paysage des infrastructures de recherche européennes, ouvrir, intégrer et interconnecter les infrastructures de recherche déjà existantes, soutenir le potentiel d'innovation des infrastructures et des activités de recherche européennes pour l'innovation et aussi la formation, renforcer la politique européenne en matière d'infrastructures, de recherche et la coopération internationale. Une attention particulière est donnée à 3 priorités clés. Ensuite, Green Deal, que vous devez tous connaître, une Europe adaptée à l'ère numérique et une économie citoyenne ou économie pour les citoyens. Elle tient également compte du nouveau plan de relance de l'EER, c'est l'abréviation de l'Espace européen de la recherche, et du livre blanc du Forum stratégique européen pour les infrastructures de recherche. Il est attendu un impact plus large des infrastructures de recherche, donc il s'agit d'une maturation des infrastructures déjà existantes et de prolonger donc, cette connexion entre les infrastructures donc sur la société, l'environnement, l'économie, la science grâce aux résultats de la recherche et de l'innovation. Les infrastructures de recherche donc, ont été déclinées en 5 destinations. La première, c'est un paysage d'infrastructures de recherche européennes qui fonctionne bien. La deuxième, c'est un écosystème opérationnel ouvert. La troisième, c'est des services pour soutenir la recherche en santé, accélérer la transformation verte et numérique et faire progresser les connaissances de rupture. 4, une nouvelle génération d'instruments, d'outils ou de méthodes scientifiques et solutions numériques avancées. Et en dernier lieu, la connectivité des réseaux, un outil pour une collaboration sans frontières. Et on en a vraiment besoin dans cette période de pandémie. De point de vue répartition budgétaire pour ce premier pilier correspondant à l'excellence scientifique, donc on a globalement aux alentours de 22 milliards d'euros, dont la majorité est réservée à ERC, donc 63% pour ERC, 27% pour MSCA et 9,2% pour infrastructure. Voilà, donc je vais céder la parole à mon collègue Walid pour vous présenter les nouveautés du deuxième pilier. Merci à vous. Merci, Shaima. Tu peux, s'il te plaît, annuler le partage pour que je partage, moi.
C'est bon, c'est partagé? Oui, c'est bon. Donc, je vais enchaîner avec le second pilier, le pilier 2, problématique mondiale et compétitivité industrielle européenne. Donc, c'est un peu un regroupement des deux piliers, des deux anciens piliers de Horizon 2020. Dans Horizon 2020, il y avait le pilier challenge ou bien défi sociétaux et un deuxième pilier qui s'appelait primauté industrielle. Maintenant, ils ont été regroupés dans un seul pilier. C'est le pilier le plus costaud en termes de budget. Donc, on parle aux alentours de 60% du budget seront alloués à ce pilier. Donc, c'est tout ce qui est aspect de recherche. Donc les projets seront traités via des consortiums, donc des outils collaboratifs. Et il va y avoir les 3 types d'appels comme d'habitude. Donc, des appels RIA, Research and Innovation Action, des appels IA, Innovation Action, et des appels de support ou bien ce qu'on appelle Coordination and Support Action. Donc, pour les contraintes dans le consortium, il y a au moins 3 partenaires de 3 pays différents. Donc, 3 partenaires de 3 pays différents qui doivent être des membres dans des pays membres ou associés. Donc, et ça, c'est important. Et parmi les 3 membres, du moins, il faut qu'il y ait au moins un pays membre de l'Union européenne. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir 3 pays associés. Donc, il faut que l'un soit au moins pays membre. Donc, ce second pilier, il est divisé, ou bien il est composé de 6 pôles. On va les traiter un par un. Et de le CRG, donc le GCR plutôt, le Joint Research Center, ce qui donne en français Centre commun de recherche. Donc, on va détailler les pôles un par un. Le premier pôle, c'est le pôle santé. Donc, il est composé de 5 domaines d'intervention qui sont la santé tout au long de la vie, les déterminants en matière de santé environnementale et sociale, les maladies rares et non transmissibles, les maladies infectieuses et les outils et technologies numériques qui sont en relation avec la santé et les systèmes de soins. Donc, c'est pareil comme les thématiques qui ont été traitées dans Horizon 2020. Donc, il y a toujours l'aspect des technologies et outils informatiques et il y a tout ce qui est médecine personnalisée et les maladies rares. Le second pôle, c'est le pôle culture, créativité et société inclusive. Donc, il y a 3 domaines d'intervention dans ce pôle, à savoir la démocratie et la gouvernance, patrimoine culturel et les industries culturelles et créatives, et les transformations économiques et sociales. Le troisième pôle, c'est sécurité civile pour la société, donc qui est composé de 3 domaines d'intervention principalement, les sociétés résilientes aux catastrophes, la protection et la sécurité, et le cybersécurité. Le pôle suivant, qui est à mon avis le plus costaud, entre guillemets, vu qu'il est composé de 10 domaines, c'est tout ce qui est numérique, industrie et espace. Donc, il y a un regroupement de ces 3 composantes qui étaient dans des piliers différents dans le Horizon 2020. Donc, les 10 domaines d'intervention de ce pôle, les technologies de fabrication, comme dans Horizon 2020, les technologies numériques clés, les technologies génériques émergentes, les matériaux avancés, l'intelligence artificielle et robotique, Internet de nouvelle génération, c'est pareil comme dans Horizon 2020, l'informatique de pointe et les mégadonnées, l'aspect Big Data, les industries circulaires, les industries propres et à faible émission de carbone et l'espace, y compris l'observation de la Terre. Le pôle suivant, c'est le climat, énergie et mobilité, donc qui est aussi très important. Il est composé de 9 domaines d'intervention qui sont sciences du climat et solutions, production d'énergie, stockage d'énergie, transition énergétique des bâtiments et installations industrielles, les communautés et les villes, la compétitivité industrielle dans les transports propres, sûrs et accessibles et la mobilité intelligente. Donc, il y a 3 composantes principaux, à savoir la mobilité, tout ce qui est transport, l'énergie et le climat. Le pôle suivant, c'est le pôle alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement. Donc, il est composé de 7 domaines qui sont l'observation de l'environnement, la biodiversité et les ressources naturelles, l'agriculture, la sylviculture et les zones rurales, les mers, les océans et les eaux continentales, donc l'aspect eau, les systèmes alimentaires, les systèmes de bio-innovation, dont la bioéconomie de l'Union européenne et les systèmes circulaires. Donc, à part ces 6 pôles, donc, il y a le Centre commun de recherche
qui existait depuis l'horizon 2020, sachant qu'il y a une chose très importante, qu'il y a comme d'habitude, donc les 6 pôles chevauchent. Il y a des thématiques qui se retrouvent dans plusieurs pôles. Je prends un exemple très simple, la cybersécurité, ça peut figurer dans l'aspect sécurité civile pour la société, ça peut être dans l'aspect numérique, industrie et espace, et ça peut être même dans le JCR, le Joint Research Center. Donc, le Joint Research Center, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, comme il est défini sur le site de la Commission européenne, donc, il essaie d'employer des scientifiques de haut niveau afin de proposer des solutions qui seront éventuellement adoptées par la suite par les politiciens, par les décideurs. Donc, dans la version de Horizon Europe, donc, ce GRC, plutôt, il est composé de 5 domaines principalement. Donc, le premier, c'est de renforcer la base de connaissances pour l'élaboration des politiques, donc tout ce qui est recensement des données et tout ce qui est des systèmes d'analyse des données pour élaborer des politiques. Les défis mondiaux, dont l'objectif est de contribuer aux politiques et aux engagements spécifiques de l'Union européenne. L'innovation et le développement économique et compétitivité. Quatrième domaine, c'est l'excellence scientifique. Ça vise la collaboration approfondie avec des institutions de recherche partout dans le monde, notamment dans les États-Unis et en Chine, et le développement territorial et soutien aux États membres et aux régions. Là, c'est tout ce qui est réponse aux ODD, aux objectifs de développement durable. Voilà pour le second pilier. Donc, je vais céder la parole maintenant à… normalement, c'est Ameni ou bien… Non, c'est Senda. Senda, maintenant c'est Senda. Donc, à toi la Merci, parole. Walid. Merci. Merci tout le monde. Donc, j'enchaîne. Juste, je vais partager mon écran. Voilà, bonjour tout le monde. J'enchaîne donc pour vous présenter 3. Donc, en fait, le pilier 3 qui est intitulé l'Europe innovante. Et avant de commencer avec le pilier 3, peut-être je vais remonter le temps et revenir 14 ans plus tard, où la Commission européenne a créé un instrument qui s'appelait ERC, European Research Council. Le but de cet instrument est de promouvoir et booster une excellente recherche dans l'Europe. Et le résultat était très réussi pour ce programme cadre au cours de la dernière décennie. Quelques mois avant de commencer le nouveau programme Horizon Europe, l'Europe a eu le scénario similaire, mais cette fois non pas pour la recherche, mais pour l'innovation. Et c'est la raison du pilier 3, qui a en fait pour objectif de stimuler l'innovation, soit pour les startups, les PME, les innovations qui sont très proches du marché, c'est-à-dire assez développées pour être commercialisées. Et le pilier 3, il couvre aussi les innovations qui sont à un stade plus précoce, c'est-à-dire à un stade laboratoire. Donc, en fait, le pilier 3, il est composé de Open Innovation Council, European Innovation Ecosystem et European Institute of Innovation and Technology. Donc, en fait, pourquoi l'Europe se soucie de son innovation? Donc, la question qui se pose, si on regarde bien le graphique suivant, on peut bien remarquer qu'il montre bien sûr la capitalisation des entreprises dans le monde. Et on peut remarquer qu'à gauche du graphique, on voit bien les États-Unis avec les grandes entreprises digitales et de l'autre partie, l'Asie, qui montre une performance bien connue en termes d'innovation dans le secteur digital. Et on trouve au milieu l'Europe qui affiche des statistiques modestes, ce qui montre que l'Europe est meilleure à produire des résultats de recherche excellentes. Cependant, lorsqu'il s'agit de transformer ces recherches en innovation, l'Europe n'est pas bonne. Donc, pour revenir au premier élément, qui est au donc, en fait, il s'agit dans cet élément de 3 schémas de financement. Dans le premier s'appelle Pathfinder,
qui est conçu pour le développement technologique au stade de laboratoire, c'est-à-dire, par exemple, lorsque vous avez un résultat de recherche assez récent et dont vous percevez aboutir à un développement technologique qui pourrait finir par être assez perturbateur dans 10 ans à venir, une fois il sera mis sur le marché. Donc, ainsi, le Pathfinder traite à un stade très précoce du développement. Par contre, de l'autre côté extrême, vous avez l'accélérateur EIC qui concerne les startups et les entreprises, c'est-à-dire lorsqu'on parle d'un produit ou un service qui est presque prêt à être lancé sur le marché, mais le risque existe encore à trouver des investisseurs, étant que les innovations et disruptives, c'est-à-dire qui iront avec l'existant, qui est à un effet perturbatrice. Donc, à ce stade, l'European Innovation Council intervient à travers l'accélérateur pour offrir des subventions en réponse au risque de mise sur le marché de cette technologie. Cette action vise à attirer les investisseurs vers l'appui à l'innovation. Maintenant, entre le prêt sur le marché et l'innovation à un stade laboratoire, il existe un grand écart. En effet, il est admis que ce n'est pas parce que vous avez un prototype dans le laboratoire que vous avez un produit. Donc, il faut du temps pour aller vers le produit. Donc, à cette étape, l'Open Innovation Council intervient en particulier via le nouvel outil qui est nommé Transition. C'est une activité qui est là pour permettre le passage d'un prototype à un bien prêt pour être mis sur le marché. Donc, vous avez peut-être vu ces outils, ces trois schémas, ou peut-être ces deux schémas, surtout le Pathfinder et l'accélérateur, dans le programme de financement au niveau du programme cadre Horizon 2020. Pour ceux d'entre vous, bien sûr, qui ont été familiarisés avec le programme H 2020. En fait, le Pathfinder se nommait au passé The Future and Emerging Technology dans Horizon 2020 et l'accélérateur est également, vous connaissez du passé, il a été nommé l'instrument PME phase 2 et il est également connu sous le nom de l'accélérateur pilote EIC. Donc, c'était pour le premier schéma, le premier élément que vous retrouvez dans ce pilier 3. Donc, avant de passer au deuxième élément, j'aimerais bien vous exposer ce technology readiness level. Donc, qui en fait, si vous observez, il y a deux axes. Il y a l'axe Technology Readiness Level avec ces neuf niveaux de maturité technologique et verticale, vous trouverez la possibilité de partenaires dans un consortium s'il existe, bien sûr. Donc, pour la première partie, le Pathfinder, qui couvre le 1 à 3 de niveau de maturité, c'est-à-dire il y a un résultat de recherche jusqu'à l'étape transformation de la technologie. Et par rapport à la possibilité de consortium, il associe une large possibilité de partenaires dans un consortium. Par rapport à la partie transition, l'élément transition, il couvre le niveau 3 à 6 de maturité technologique, c'est-à-dire qui couvre la partie prototypage et avec une possibilité d'un consortium assez réduit. Par rapport à l'accélérateur qui parle de la partie validation, production et commercialisation, et qui concerne plutôt les PME et peut-être start-up aussi. Donc, dont la participation n'est pas par obligation, doit passer par un consortium, mais en fait, l'entreprise peut aller seule. C'est une participation qui peut être individuelle. Donc, maintenant, on passe aux éléments 2 de pilier 3 qui est European Innovation Ecosystem. Donc, en fait,
En fait, pour que l'innovation se produise, vous avez besoin de chercheurs brillants qui viennent avec un nouveau concept, d'excellents ingénieurs capables. Le concept en technologie et les technologies en produit. Mais cela ne suffit pas. Vous avez idéalement besoin d'autres types d'acteurs, d'autres types de compétences dans cet écosystème d'innovation, de personnes qui connaissent l'entreprise dans laquelle votre innovation peut aboutir à réaliser un impact sur le marché, d'investisseurs qui croient en votre activité publique, d'un brevet, etc. Donc, la Commission européenne considère ces personnes sous l'écosystème d'innovation et a l'intention de l'aider à se développer à travers l'Europe. Comment? Donc, la Commission européenne a deux objectifs dans ce cadre. Donc, d'une part, il s'agit de s'attaquer à ces grands lacunes entre les différentes régions et ceci à travers l'appui de la connectivité à travers l'Europe, de tout l'écosystème à travers l'Europe. Tous les écosystèmes, bien sûr, régionaux à travers l'Europe. Donc, et d'autre part, pour le deuxième objectif, donc, de faire en sorte que l'écosystème d'innovation géographique fonctionne très bien pour pouvoir faciliter leur adaptation au niveau européen. Donc, pour ces deux objectifs, il est associé des deux types d'activités pour l'innovation, voilà, l'Europe innovante. Donc, pour une économie locale que vous voyez ici au milieu, un écosystème plutôt que vous voyez sur le graphe, donc sur le graphe d'un côté, si vous observez du côté de à gauche, vous voyez bien Connect. Il s'agit de deux parties. Donc, la partie Connect. Donc, la partie connectivité, vous trouverez des activités soit orientées à des spécialisations thématiques d'une région ou d'une localité donnée, donc, ou aussi à des aspects technologiques donnés qui sont appelés à la suite à être mises en réseau au niveau européen. Donc, on trouve aussi des activités de type joint co-fund programme. Le dernier élément de la partie Connect est l'usage de l'approvisionnement public, que ces innovations puissent arriver au marché. Par rapport à la partie droite, on observe qu'il y a Scale-Up, donc il s'agit de promouvoir cet écosystème. Donc, il y a différentes activités, à savoir augmenter les investissements au niveau des différentes régions de l'écosystème, la possibilité de joindre le programme d'accélération et financement, l'activité Deep Tech qui influence l'activité de recherche dans les différentes régions de l'Europe et facilite le passage de l'activité de recherche à l'innovation. Donc, si on passe au dernier élément du pilier 3 qui est European Institute of Innovation. Donc, on voit bien sur le graphe suivant. Donc, cette EIT, l'European Institute for Innovation and Technology, a des thématiques ciblées et bien évidemment a des communautés de connaissances bien dictées, bien sûr. Donc, en effet, il existe trois activités. On a une activité recherche et innovation, affichée dans le triangle à gauche, en haut, donc représentée par la lampe qui est allumée. Donc, éduquer les jeunes et futurs acteurs dans ces thématiques et finalement, bien sûr, les entrepreneurs dans ces domaines. Par rapport aux domaines et thématiques, il s'agit de 8 thématiques qui ont fait donner à gauche, qui est le climat, digital, food, health, energy, raw materials, manufacturing and mobility et l'industrie créative. Donc, en fait, voilà, on a tout représenté. Donc, pour juste récapituler, si vous êtes une entrepreneur, donc start-up ou chercheur que vous avez bien sûr une idée assez brillante et de rupture technologique. Donc, il faut voir du côté de l'EIC, l'European Innovation Council. Mais si vous vous intéressez à bâtir une communauté à travers l'Europe, il s'agit de voir de côté de European Institute for Innovation and Technology, l'EIT. Et si vous
vous êtes concerné par la gestion d'un écosystème dans votre territoire. Nous vous encourageons dans ce cas à voir du côté de European Innovation Ecosystem. Voilà, donc je passe la parole à ma collègue Ameni Charad. Merci Shaima. Merci Sanda. Je suis désolée. Donc, le temps de partager. Ben voilà, donc je remercie mes collègues pour tous les détails étayés. Donc, pour moi, je vais attaquer le dernier pilier, si j'ose dire, mais c'est un programme transversal qui va appuyer toutes les thématiques de recherche sus-mentionnées. Donc, c'est un programme blanc, comme vous le voyez, qui vient avec Horizon Europe fusionner deux programmes précédemment dans Horizon Europe, c'est-à-dire cette thématique, ce programme qui s'appelle désormais Élargir la participation et renforcer l'espace européen de la recherche est en fait la fusion entre le programme Spreading Excellence and Widening Participation et le Science with and for Society dans Horizon Europe. Donc désormais, c'est un programme commun qui fusionne ces deux thématiques. Donc, comme on voit précédemment, le Joint Research Center faisait partie intégrante des programmes transversaux, mais avec l'avènement de Horizon Europe, il a migré vers le pilier 2 et a été présenté par mon collègue Walid Barhoumi précédemment. Donc, on va aller plus en profondeur dans ce programme transversal. Donc, il s'agit, comme je vous ai dit, d'un programme blanc, c'est-à-dire, quelle que soit la thématique de recherche, vous pouvez, c'est-à-dire les chercheurs peuvent prétendre à ce programme-là. Donc, il va sous-tendre l'ensemble des programmes du programme cadre de recherche et innovation Horizon Europe, quelle que soit la thématique et la discipline de recherche. Donc, l'idée de ce programme, l'idée, la philosophie de ce programme, c'est de contribuer à attirer des talents, à favoriser leur circulation et à prévenir l'exode des compétences hors Union européenne. Donc, ça rejoint un peu le schéma qui a été présenté par ma collègue Sanda tout à l'heure par rapport au positionnement de la recherche et innovation européenne par rapport à ses homologues, notamment en Amérique et en Asie. Donc, l'idée, c'est de rattraper, d'attirer les talents vers l'Europe. Donc, la philosophie de cette thématique repose sur un gap entre des pays qui constituent l'espace européen de recherche. Donc, l'idée, c'est de permettre une mise à niveau de la recherche et innovation dans tous les pays qui constituent l'espace européen de recherche pour pouvoir optimiser la synergie en recherche et innovation. Donc, comme vous le savez, l'espace européen de recherche n'est pas constitué exclusivement des pays membres. Donc, il y a également les pays associés comme la Tunisie. Donc, la Tunisie, même si elle ne fait pas physiquement partie de l'Europe, mais elle fait partie de l'espace européen de recherche. Donc, l'Europe est soucieuse que tous les pays qui constituent l'espace européen de recherche soient au même niveau ou se rapprochent du moins par rapport au niveau, à la maturité en recherche et innovation pour pouvoir entrer en synergie positive, en synergie constructive entre eux. Donc, l'idée, c'est que les plus forts seront à l'aide des moins forts. Donc, pour cela, il y a eu une échelle de mesure de la maturité en recherche et innovation qui classifie les pays en pays widening et pays non widening. Donc, les pays widening, c'est les pays qui ont moins de performance en recherche et innovation. C'est le cas de la Tunisie. Et les pays non widening, c'est les pays champions en recherche et innovation qui seront ici à l'aide au service des pays moins performants pour pouvoir opérer ensemble
dans la recherche et innovation. Donc, ceci rejoint ce que le pilier mettra l'accent sur une Europe plus innovante, donc respectueuse de l'égalité entre hommes et femmes, et qui ancre avec un ancrage de la coopération transnationale. Donc, on va attaquer la première composante de ce programme blanc. Donc, il s'agit de la thématique « Élargir la participation et développer l'excellence » qui repose, comme l'a été Horizon 2020, donc sur trois composantes qui sont le teaming, le twinning et les ERA-chair. Donc, ces composantes sont restées les mêmes dans Horizon Europe. Donc, un petit rappel pour le teaming, l'idée c'est de créer des centres de recherche ou de mettre à niveau des centres de recherche déjà existants. Et là où les pays champions en recherche et innovation vont aider les pays moins performants pour pouvoir accéder à des paliers d'excellence dans leur centre de recherche. Quant au twinning, donc l'idée c'est de renforcer de manière significative et les universités et les organismes de recherche des pays éligibles, le cas échéant, c'est les pays widening. Donc à noter qu'en Tunisie, on a réussi dans Horizon 2020, dans H2020, à décrocher 6 projets twinning avec un budget chacun de près de 1 million d'euros. Donc c'est une perspective, c'est une voie très prometteuse pour nous les Tunisiens. Donc, on a tout le potentiel, on a beaucoup de potentiel pour décrocher des projets twinning. Donc, l'idée, les messages clés ici à passer, c'est que c'est notre thématique, je vais dire, par excellence. D'une, parce que c'est destiné à des pays comme la Tunisie, et c'est là qu'on doit obligatoirement être coordinateur de projet. Et de deux, c'est vraiment on a le profil pour participer à ces projets-là. Donc ici, n'hésitez pas à passer des messages clés pour ramener des candidatures, des projets tunisiens en twinning. Donc il y a également les ERA-chair. Les ERA-chair, c'est l'idée, c'est de créer des microsystèmes européens délocalisés en Tunisie, c'est-à-dire des systèmes de recherche et d'innovation qui vont opérer selon les règles européennes, selon les règles de recrutement, des salaires, c'est-à-dire en application des principes européens, notamment tout ce qui est respect de la dimension genre, RRI, Research, Responsible Research and Innovation, c'est-à-dire tout va fonctionner à l'européenne, mais ici en Tunisie. Et on va ici, dans cette thématique-là, bénéficier et profiter des références dans des domaines de recherche précises qui vont être recrutés en Tunisie et qui vont fonctionner à l'européenne ici en Tunisie. Certes, c'est au niveau du fonctionnement, ça peut poser des problèmes, notamment pour tout ce qui est articulation entre règles européennes et règles tunisiennes, mais c'est très prometteur et l'Europe travaille sur l'harmonisation de ces règles-là. Donc, ça, c'est un peu, on va reprendre tout ce qui a été dans Horizon 2020, dans le Horizon Europe. Mais, en plus de ça, donc, un schéma global de la nouvelle configuration de cette thématique dans Horizon Europe, c'est qu'il y aura au moins 3,3% du budget qui sera consacré à cette thématique-là, donc une hausse très significative par rapport au budget qui a été alloué dans Horizon 2020. Donc, il y aura une partie dédiée au soutien des travaux des PCN pour appuyer la participation de leurs concitoyens dans ces projets-là. Donc, il y aura un focus sur la vérification de la qualité des propositions soumises. Il y aura également l'idée, comme vous le savez, ça tourne autour de l'excellence. Donc, cette thématique, elle appuie une recherche et innovation d'excellence. Il y aura beaucoup de travail sur le matchmaking, sur la mise en relation et sur le HOP, c'est l'entrée libre.
Donc, également, comme vous le savez, il y a le teaming, le jumelage, le ERA-Chair, mais il y aura l'avènement de COS comme partie intégrante des piliers de cette thématique. Donc, COS, je vais vous étayer un peu plus de détails sur cette thématique, désormais partie constante de Horizon Europe. Donc, comme vous le savez, European Cooperation in Science and Technology, donc c'est une organisation qui elle-même est financée par les programmes européens de recherche et d'innovation. Précédemment H2020, maintenant ça va être Horizon Europe. Et cette organisation, en fait, elle finance des réseaux d'excellence, des réseaux qui sont ouverts et des réseaux qui prennent l'interdisciplinarité dans tous les domaines scientifiques. Donc, encore une fois, c'est un programme blanc. La particularité, c'est pour la Tunisie, on a cet avantage, c'est qu'on ne va pas participer à des projets qui feront l'objet d'une évaluation. Là, il s'agit de projets déjà financés et auxquels les Tunisiens peuvent prétendre. Donc, il y a un budget pour toutes les personnes intéressées et qui arrivent à justifier leur intégration de ces réseaux-là. Donc, il suffit juste de déposer une demande auprès du titulaire d'une action COST dans une thématique en relation avec la vôtre pour accéder presque de façon très systématique et directe à ces actions COST et bénéficier de tous les avantages que cette organisation met à la disposition de ses participants. Donc, comme les actions COST sont principalement destinées aux chercheurs, mais dans la logique d'interdisciplinarité que l'Europe prône depuis l'ère du temps, mais surtout ces derniers temps, tout autre acteur de l'écosystème de recherche et d'innovation qui peut justifier sa participation, il peut intégrer une action COST et bénéficier au même titre que les chercheurs de tous les avantages offerts. Donc, le cas échéant, ça peut être des policy makers, des entreprises, que ce soit publiques ou privées, des associations, c'est-à-dire des acteurs de la société civile. Tous ces acteurs peuvent contribuer dans une action COST pour développer tous les aspects de recherche et d'innovation qui y sont prévus. Donc, à titre indicatif, non limitatif, une action COST, elle offre beaucoup de services, notamment aux chercheurs en début de carrière, et c'est en l'occurrence le réseautage scientifique, le développement de capacités, l'internationalisation de leur carrière, et ceci à travers le financement de la participation à des workshops, à des conférences, à des training schools, à des mobilités. L'idée, c'est de favoriser le réseautage, développer les capacités des chercheurs et pour que, in fine, ils puissent rebondir sur des projets costauds. Donc, c'est l'idée de s'ouvrir, de se mailler avec des chercheurs en Europe ou ailleurs, parce qu'au-delà de l'Europe, COST s'est ouvert à tous les autres pays hors Europe. Donc, il y a plus de dimensions internationales qui favoriseraient à la fin le fait de se greffer ensemble pour proposer des projets costauds en termes de haute valeur en recherche et innovation. Donc, la nouveauté à mentionner dans Horizon Europe, outre l'intégration de COST dans la thématique transversale, qui est élargir la participation et renforcer l'espace européen de recherche, c'est qu'il est obligatoire désormais que plus de 80% des actions COST doivent avoir une dimension significative de widening, d'élargissement. D'où l'intérêt et le potentiel qu'il y a pour les Tunisiens pour intégrer ces actions-là. Donc, tous les projets financés de COST, à plus de 80%, ils doivent avoir cette dimension élargissement. Et étant un pays widening, la Tunisie, c'est que tous les pays de l'Europe gagneraient à intégrer la Tunisie dans leurs projets pour satisfaire cette condition.
Donc, un projet très prometteur, là où on insiste auprès des PFI pour qu'ils relaient cette information pour mobiliser plus de chercheurs tunisiens pour les inciter à rejoindre des actions COS. C'est pratiquement le programme le plus facile à accéder. Donc, n'hésitez pas à passer ce message clé-là. Donc, en plus de ça, cette thématique, il y aura dans Horizon Europe plus d'activités pour améliorer la qualité des propositions des entités juridiques d'État à faible recherche et innovation, le cas de la Tunisie, et ce à travers un travail de vérification sur les propositions. On va prodiguer des conseils professionnels auprès de la communauté tunisienne pour garantir des propositions de qualité. Ici, à noter qu'on a remarqué dans Horizon Europe qu'il y a eu beaucoup de propositions qui ont été soumises. Il y avait beaucoup de travail fourni, mais malheureusement, c'était des propositions non éligibles. C'est que quelque part, les soumissionnaires tunisiens n'ont pas vérifié des choses, disons, de forme et tout, et que sans entrer dans l'évaluation du contenu, les propositions étaient mises de côté parce qu'elles ne sont pas éligibles. Donc, dans Horizon Europe, on va beaucoup travailler pour s'assurer que toutes les propositions soumises respectent aussi bien les exigences de forme que de fond. Donc, il y aura également un renforcement des activités des PCN pour soutenir la mise en réseau international. Donc, ceci rejoint ce qu'on venait de dire. Et également, un focus sera, il y aura un focus pour favoriser la circulation des chercheurs de tout âge et de tous les niveaux à travers l'espace européen de recherche. Donc, cette mobilité des chercheurs, l'Europe est consciente de tous les avantages escomptés d'une telle circulation dans l'espace européen de recherche. Donc, ceci sera à travers l'acquisition et le transfert de nouvelles connaissances vers les pays en voie d'élargissement. Donc, le cas de la Tunisie. Donc, la Tunisie est un pays cible pour cette dimension-là. Et il y aura également une meilleure exploitation des infrastructures de recherche existantes dans les pays cibles. Ceci rejoint ce que mon collègue Shaima Felsi venait de dire par rapport au pilier 1 de l'excellence scientifique et l'attention accordée à l'infrastructure de recherche. Et il y aura également une attention pour favoriser des initiatives d'excellence. Donc là, c'était tout ce qui compte, c'était tout de façon un peu pas trop détaillée quand même, c'était la thématique élargir la participation et développer l'excellence. Maintenant, on va passer à la deuxième composante qui est l'ancienne thématique Science with and for Society, sciences pour et avec la société. Donc, cette thématique désormais baptisée réformer et consolider le système européen de recherche et innovation. Donc, les domaines d'intervention de cette composante, c'est une meilleure compréhension des différentes dimensions et composantes des écosystèmes de recherche et d'innovation, aussi bien nationaux que régionaux. Il y aura également un focus sur les activités de prospective pour anticiper les besoins et les tendances émergentes, les tendances lourdes, pour détecter des signaux faibles, des germes de changement, pour pouvoir bâtir une Europe que l'on veut. Bien sûr, l'Europe dans le sens espace européen de recherche et dans lequel on est un acteur actif. Il y aura également un soutien aux décideurs politiques, aux organismes de financement, aux organismes de recherche, y compris les universités, et aux groupes consultatifs travaillant sur les politiques liées à l'espace européen de recherche. Donc, en plus de la recherche, il y aura aussi un focus pour l'enseignement supérieur, et là, d'où la possibilité que les établissements d'enseignement supérieur puissent
candidaté et déposé beaucoup de projets dans ce cadre-là. Il y aura également une transition vers la science ouverte, l'open science, avec tous ses composantes et ses sous-bassements. Également, il y aura un appui à la réforme des politiques nationales de recherche et d'innovation. C'est en l'occurrence le renforcement des PSF, les Policy Support Facility, et dont la Tunisie a été bénéficiaire dans le cadre de Horizon 2020. Donc, comme vous le savez, et le document a été partagé par l'UGPE. La Tunisie a bénéficié d'un support pour diagnostiquer et proposer des recommandations stratégiques en matière de recherche et d'innovation, notamment la recherche appliquée. Donc, il y aura un renforcement de cette dimension également dans Horizon Europe à travers l'examen par les pairs, à travers des soutiens spécifiques sur demande ou autres, à travers des exercices d'apprentissage mutuel pour apprendre, pour échanger de bonnes pratiques et tout des pays les champions, les plus évolués en la matière, et à travers également des synergies avec le RDF, c'est le Fonds européen de développement régional, et également le service d'appui à la réforme structurelle. À côté de cela, comme domaine d'intervention, on va offrir aux chercheurs des environnements de carrière attrayants. Donc, ceci, notamment à travers la liaison entre l'espace européen de recherche et l'espace européen de l'enseignement supérieur. Donc, ces deux espaces, on va travailler sur leur communication et leur dialogue dans Horizon Europe. À travers également la modernisation des universités et des autres organisations de recherche et d'innovation, à travers la stimulation des actions au niveau national et les synergies avec le programme Erasmus sur la dimension recherche et innovation. Donc, il y aura une synergie entre les programmes de recherche et d'innovation et les programmes liés au développement des capacités et focus sur les établissements d'enseignement supérieur, notamment Erasmus+. En plus de cela, cette thématique, elle va prôner une science citoyenne et l'engagement le plus efficace et responsable des citoyens. Ça va prôner également l'égalité des genres dans les carrières scientifiques et dans la prise de décision, notamment dans les organes consultatifs, ainsi que l'intégration de la dimension genre dans les contenus de recherche et d'innovation. Ça va reposer également sur des projets sur la dimension éthique et sur l'intégrité. Donc, c'est les piliers de la recherche et l'innovation en Europe. Et l'idée, c'est de déposer des projets sur ces thématiques-là, sur la recherche et innovation responsable, sur la dimension genre, sur l'éthique, sur l'intégrité, des projets qui soutiennent la coopération internationale, des projets qui contribuent scientifiquement à d'autres politiques de l'Union européenne, d'où la synergie entre les politiques de l'Union européenne. Et également le suivi, l'évaluation et la conception et l'analyse d'impact du programme de recherche et d'innovation de l'Union européenne. Donc, sur ce, je vous remercie pour votre attention et nous restons à votre disposition pour toute question. Merci. Merci beaucoup, Emeni, cher Emeni. Merci beaucoup à tous mes collègues, Shaima, Senda, Weli. J'ouvre le débat à tous les participants. S'ils ont des questions à poser, merci, le bienvenu. Donc, vous pouvez nous écrire. Madame Malim, il y a plusieurs questions concernant le partage de nos exposés. Donc, oui. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Automatiquement, c'est ce que
nous sommes dans cette notion-là. Nous allons envoyer à tous les participants un mail avec des présentations. Donc, bon, a priori, c'est clair, donc, pour tout le monde. Donc, juste, je vais revenir sur un point très important, donc le rôle du PFI donc, dans notre réseau. Pour nous, vous avez fait preuve tout le long du programme Horizon 2020 d'un dynamisme, d'une volonté d'apprentissage, d'intégrer ce programme. Et donc, j'aimerais tout d'abord vous remercier beaucoup d'avoir répondu présent à notre webinaire. Cela prouve votre intérêt pour la continuité avec nous dans le cadre du programme Horizon Europe. Nous comptons sur vous pour commencer à disséminer ce nouveau programme au sein de vos institutions. Donc, nous savons très bien que le rôle, parmi les missions du PFI, c'est d'intégrer le programme auprès de votre institution de rattachement et aussi d'identifier les acteurs de l'écosystème et les mettre en réseau. Et troisièmement, faciliter l'accès et lever les obstacles. Donc, votre implication sera, elle sera aussi prolongée dans le cadre du nouveau programme. Aujourd'hui, après le bilan promoteur d'Horizon 2020, nous nous préparons, grâce à cet appui, à s'associer à Horizon Europe. Et ensemble, on va embarquer dans cette nouvelle aventure. Bon, ambitieuse, offrant des opportunités extraordinaires pour la promotion de notre système de recherche et innovation tunisien et son positionnement à l'international. Et votre rôle est crucial pour nous mettre à atteindre ces objectifs-là. Donc, merci à vous tous. J'espère pouvoir, dans les prochains jours, planifier avec vous des webinaires à l'échelle de chaque université, donc chaque PFI universitaire est appelé à planifier un webinaire sur Horizon Europe pour la communauté de recherche et innovation de son université. Et vous avez tout l'appui dans ce cadre-là de l'UGPE et du réseau d'INCIPI pour être là et animer ces journées-là. Donc, nous allons mettre ensemble une stratégie pour élaborer les axes prioritaires et les plans d'action donc dans ce cadre-là, afin d'assimiler la dissémination du nouveau programme à l'échelle nationale, communiquer et contribuer principalement à sa promotion, telle que le réseau, via des infodays, via notre portail, notre site web et notre newsletter électronique. Donc, nous sommes à votre disposition pour toutes les questions. Donc, Madame Malim? Oui. Si vous permettez, il y a deux personnes qui ont levé la main. C'est Oui. Khaled Zral et c'est Norman Qadri. Allez-y. Il y a aussi des questions écrites. Voilà. Donc, il y a M. Riehi, comment améliorer le réseautage pour participer à COST. Donc, c'est Mme Emeni ou bien M. Philippe, vous pouvez répondre à cette question. Oui, bonjour Myriam. Moi, j'ai noté quelques questions. Il y a une question sur la prolongation des MORI pendant Horizon Europe. Donc, ça, je pense que les MORI va continuer, mais peut-être que vous avez une date plus précise. J'avais entendu parler de 18 mois, mais… Oui, il y aura une prolongation des MORI. Donc, ce qui est sûr que pendant les premiers calls Horizon Europe, donc qui seront lancés le mois d'avril prochain, on aura l'appui des MORI pour ces calls-là. Et donc,
Et aussi, la bonne nouvelle que nous, en tant que Tunisiens en cours d'association, nous avons la possibilité de participer à ces calls-là. Donc, oui, il y aura une prolongation des moris. Et aussi, dans le cadre de, si jamais on obtient aussi l'accord d'association, nous avons la possibilité de demander un nouveau programme d'appui auprès de la Commission européenne. Donc, nous espérons toujours pouvoir assurer à notre communauté un accompagnement et une prise en charge à l'échelle nationale et une expertise aussi internationale. Voilà, il y avait aussi une question sur l'état actuel des négociations. Alors, je crois qu'il faut être très clair à ce niveau-là. La communauté de recherche et d'innovation tunisienne, quel que soit l'avancement du processus de négociation, pourra participer aux premiers appels Horizon Europe qui vont sortir début ou mi-avril 2021. Donc à ce niveau-là, il faut vraiment se mobiliser, il n'y a aucun souci. Alors au niveau d'avancement des négociations, vous savez que l'Europe n'a pas encore voté formellement son budget pour 2021-2027. Hein, c'est le fameux cadre financier pluriannuel. Donc, tant que ce budget ne sera pas voté par le Parlement, eh bien, Horizon Europe ne sera pas formellement accepté. Donc, la Commission, le Parlement et le Conseil européen se sont mis d'accord sur un budget approximatif, mais il faut attendre le vote final du Parlement. Donc, une fois que ce sera intervenu, les négociations pourront vraiment commencer formellement, officiellement. Et ça, c'est un processus qui va durer relativement longtemps. Hein. S'il se termine mi-2021, ça sera déjà bien. Mais ce n'est pas un souci hein, pour la participation tunisienne. De toute façon, l'accord d'association sera rétroactif au 1er janvier 2021. Après, il y avait une autre question sur Philippe, pardon. Oui, excuse-moi. Un point à rajouter sur ce plan-là. Donc, les négociations, ils ont commencé d'une manière informelle. Nous sommes en train d'organiser des réunions avec la direction de recherche des GRTD à la Commission européenne et la confirmation que nous avons eue que j'aimerais informer tout le réseau que la légitimité du réseau continue. Autrement dit, nous allons garder notre réseau de points de contact. Il n'y aura pas fin, donc à la date du 30 décembre, on va garder notre réseau de points de contact. Nous allons garder aussi notre réseau de conseillers scientifiques et nous allons aussi garder notre réseau de PFI. Donc, la continuité, elle est là et nous travaillons sur déjà la promotion du programme. Donc, les négociations ne vont pas affecter le fonctionnement du réseau. Je vous laisse la parole, Philippe, pour le reste. Il y avait une autre question sur, qui est un peu anecdotique, je dirais, sur les critères pour qualifier un chercheur d'exceptionnel ou pas. Je crois qu'il y a des critères qui sont assez standards, hein, qui sont des critères de publication, de brevets, de qualité de son encadrement, du nombre de thésards qu'il a eu, mais non seulement le nombre, mais aussi la carrière qu'ont fait ces thésards. Donc, bon, c'est des critères standards, hein, donc il n'y a pas de miracle au niveau des projets européens. Ce sont les mêmes critères qui s'appliquent dans tous les pays. D'accord. Mais je pense qu'il y a des 3 personnes qui ont levé la main et je ne sais pas si on peut leur donner la parole. Oui, bien sûr. Intissar, s'il vous plaît. Oui, tout de suite. D'accord, donc on a 2, Sina Men Qadri et M. Boran, donc on va donner la parole à Sina Men.
demander de réactiver le micro. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Oui, on vous entend. Ah, d'accord. Voilà, d'abord, Aslama, bonjour. Je tiens à réitérer mes remerciements à toute l'équipe pour l'effort qu'ils ont fait avec nous depuis plusieurs années maintenant, et on commence à s'habituer à se connaître de plus en plus. Et là, c'est un redémarrage vers la nouvelle étape Horizon Europe. Je pense qu'on s'est préparé à travers les négociations, à travers les formations, etc. Et je pense qu'on va faire un saut de qualité en termes de participation tunisienne dans la recherche internationale. D'abord, pour la santé, en tant que conseiller scientifique, pour le volet santé avec Sikhal Bezral, donc nous sommes très contents de participer à ce webinaire, et nous lançons un appel vers les PFI qui travaillent dans les thématiques liées à la santé, de se concerter de plus en plus pour mieux orienter la recherche vers les priorités nationales et aussi vers les priorités qui ont été déterminées avec un effort commun au niveau national il y a quelques années. Juste pour les rappeler, voilà l'objectif de mon intervention, c'est que tout ce qui est drug design, développement de vaccins et biosimilaires, et vous voyez que depuis des années, l'orientation des priorités effectivement a prouvé que c'est important, et vous voyez un peu la situation actuelle. Et on a essayé d'avancer assez rapidement, mais vous voyez que avec la crise actuelle, on aurait pu être peut-être mieux équipé et mieux disons, préparé pour travailler dans la crise actuelle. La deuxième aussi, c'est aussi lié à ce qui se passe actuellement, à la gouvernance et à l'économie de santé. Et aussi, on aurait pu peut-être avancer plus, même si ça a été déterminé pour 2017-2022. J'espère que d'ici 2022, on va pouvoir avancer aussi sur cette deuxième priorité. Il reste deux priorités qui concernent l'épidémie, les maladies chroniques et les maladies nouvelles. Aussi, on va essayer de continuer à creuser dans cette direction. Et tout ce qui est quatrième thématique, c'était l'e-santé et la télémédecine. Donc voilà les quatre orientations qui ont été choisies pour la thématique santé en Tunisie. J'espère qu'en alignant les efforts avec les PFI, avec les NCP, les SCS, du moins dans le domaine de santé, élan pour la recherche en santé en Tunisie. Voilà, je vous remercie beaucoup et à la prochaine rencontre. Merci, Monsieur Namen. Merci beaucoup. La parole à Monsieur Khal. Vous m'entendez là? Allô? Oui, très bien. Voilà. Bonjour tout le monde, heureux de vous revoir après un petit moment de pause ces derniers temps, mais je pense que là on redémarre de pied ferme. Ce que vous avez présenté aujourd'hui nous ouvre de belles perspectives, j'espère. On essaiera de relever les défis ensemble. Alors là, je ne vais pas, Norman a dit l'essentiel, je voudrais rajouter quelque chose. Bon, il y a la thématique cancer qui a été en avant-première dans le programme Horizon Europe. Je pense qu'on pourrait travailler là-dessus aussi. Et là, Norman a bien précisé que tout le monde, conseillers scientifiques, points contact nationaux et PFI, je pense qu'on devrait vraiment déjà nous mobiliser tous pour plus d'informations et vous savez tous que nous allons de pied ferme essayer d'animer nos réseaux automatiques pour une meilleure information, une meilleure mobilisation. Et là, vous venez
de nous donner les différents mécanismes possibles. Il y a des choses très, très intéressantes que je découvre moi-même aujourd'hui. Donc, je pense que les différentes équipes tunisiennes et les différentes compétences pourront vraiment profiter de ça pour une meilleure amélioration de nos compétences, une meilleure visibilité et de profiter de tout ce réseautage et des financements possibles. Donc voilà, je voulais rappeler les thématiques. Norman a dit l'essentiel. J'ajouterai la thématique cancer. Et là, il y a dans le domaine santé, nous souffrons de manque de gouvernance dans notre système de santé. Je pense qu'on devrait s'intéresser à ça. Et qui dit gouvernance, il y a plusieurs approches pour améliorer la gouvernance. Et là, par des approches scientifiques, des approches rigoureuses et une montée en compétence des différents cadres de la santé, tant techniques que même administratifs, et les policymakers pourraient participer à cette approche. Et nous avons des mécanismes qui viennent d'être cités qu'on pourrait donc adopter. Merci beaucoup. Merci, Sir Khaled. Je passe la parole à ma collègue Ameni pour répondre à la question de réseautage dans le cadre de COST. Allez-y, Ameni. D'accord, donc merci Mariam. Donc en réponse à la question relative au développement de réseautage pour COST, donc je rappelle que la finalité même de COST, c'est de développer la base de réseau des chercheurs. Donc le mode opératoire, c'est il y a un catalogue qui est déjà hébergé sur le site de l'UGPE, sur horizon2020tunisia.org. Donc, allez consulter ce catalogue-là. Vous allez trouver toutes les actions COST ouvertes, Open Cost Actions. Donc, il suffit d'identifier, de repérer les actions qui sont en relation avec votre thématique, votre discipline. Et vous trouverez les coordonnées du titulaire de cette action-là, le Chair Action Cost. Il suffit avec ces coordonnées, donc il suffit de le contacter, de me mettre en copie pour suivre l'évolution des échanges et dans une période très courte, vous allez vous retrouver, c'est-à-dire partie intégrante de ce réseau-là. Donc c'est là que s'ouvriront beaucoup de perspectives. Vous allez faire la connaissance de toutes les personnes, de tous les acteurs institutionnels ou des chercheurs qui travaille sur cette thématique-là. Vous allez participer à toutes les activités prévues dans le cadre de cette action-là. Et c'est à partir de là que qu'il y aura un maillage fructueux et vous allez penser ensemble à des projets futurs, que ce soit dans Horizon Europe ou autre. Donc, le mode opératoire, c'est ça. Et la finalité même de COST, c'est de développer votre réseau, de développer les partenaires avec lesquels vous pouvez entrer ensemble dans des projets ou autres. Merci. Je ne sais pas si c'est clair, si la personne en question veut plus de détails, ça, je me tiens à sa disposition. On attend les questions, le retour. En attendant, il y a monsieur... Il y a monsieur Borren qui voudrait prendre la parole. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Merci Philippe d'avoir pensé à moi. Je n'ai pas une question, j'ai juste une question, et je voulais juste déjà remercier mes collègues organisateurs de ce webinaire, très intéressant, très utile et très éclaircissant. Je voudrais juste en profiter, j'écris sous forme d'un message, mais apparemment il est toujours mieux de proposer ça oralement. Étant donné que apparemment tous les PFI sont là, les NCP aussi, je pense, ainsi que les conseillers scientifiques, je voulais en profiter pour poser une question aux PFI essentiellement, mais aussi aux NCP,
est-ce que jusqu'à maintenant, durant votre fonction en tant que PFI, vous avez eu des problèmes, des soucis pour avoir l'information et surtout pour la diffuser? Est-ce que vous avez des suggestions, des propositions pour l'amélioration du fonctionnement? Je pense que ça, on est à la fin du Horizon 2020 et donc là, on est en train d'introduire Horizon Europe. Je pense que c'est une excellente occasion pour faire le point, le bilan et pour améliorer. Je me base, juste pour peut-être provoquer un petit peu des réactions de la part des PFI, je me base sur une petite expérience personnelle en tant que NCP de la climat, c'est que très souvent, très souvent, trop souvent même, on me reproche, beaucoup de collègues, que l'information ne leur est pas arrivée et que leur PFI, je ne citerai pas les zones ni les universités, et que leur PFI ne leur diffuse pas l'information. Voilà, ça c'était ma remarque provocante pour essayer de voir s'il y a un souci, s'il y a des améliorations à faire, des suggestions à faire pour que, dans le cadre de Horizon Europe, l'information circule beaucoup mieux, les interactions soient plus effectives, plus efficaces, et donc le résultat soit plus fructueux et les soumissions plus nombreuses et plus productives. Merci à vous. Merci, Monsieur Marjou, pour cette remarque. Et c'était un peu le mot de la fin pour moi, parce que… Attendez, excusez-moi Myriam, là je vois une question qui demande prière de nous communiquer vos directives pour la réalisation des webinaires d'information ou de réseautage dans nos institutions. Je pense qu'il faudrait peut-être dire un mot à ce niveau-là. Ouais, je peux vous donner mon opinion. Hein. Essentiellement, là, vous allez recevoir donc les exposés qui ont été faits aujourd'hui. On a aussi d'autres informations qu'on peut vous communiquer. Ça vous donne une idée d'Horizon Europe. Maintenant, votre institution, elle est unique d'une certaine manière, et donc c'est vous qui la connaissez le mieux. Et en fonction des informations que vous avez reçues aujourd'hui et des documents qui vont vous être communiqués, c'est à vous de déterminer l'action qui sera la plus efficace envers votre institution qui est spécifique. Nous, on ne la connaît pas aussi bien que vous, cette institution. Donc, proposez-nous, oui, des actions. On peut en discuter avec vous, mais on ne peut pas vous donner comme ça un modèle clé en main. Voilà, mon opinion maintenant. Je laisse la parole peut-être à Myriam qui a d'autres… Tout à fait, merci beaucoup. Donc, comme vient de dire M. Borhen, nous sommes là pour recevoir votre bilan, pour recevoir aussi vos projections dans le futur programme, comment vous espérez promouvoir avec nous ce 9e programme. Donc, nous sommes là, ouverts à vous. Ce qui est sûr, nous allons coordonner à l'échelle de chaque université un webinaire. Mais si l'un de vous espère organiser une journée d'information webinaire, comme c'est facile de le faire en ligne, donc il peut le faire à l'échelle de son institution. On est là pour vous appuyer et pour vous donner les directives et tout ce qui est contenu du programme et contenu des différentes informations techniques. On est ouvert et on est à votre disposition. Il suffit de nous envoyer un mail et de le formuler par écrit. La demande, elle sera étudiée ici à l'échelle de l'UGPE et vous aurez nos retours dès que possible. Donc, je vois aussi, Philippe, une question de la part de M. Bougat. Comment pouvons-nous capitaliser les projets Horizon 2020 qui incluent des Tunisiens dans le cadre du nouveau programme Horizon Europe? Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous, monsieur. Nous avons actuellement 67 projets qui impliquent 85 à peu près équipes tunisiennes.
Nous avons aussi les projets PRIMA, dont la participation tunisienne est très importante, et nous savons que la section 1 de PRIMA est pratiquement, la participation tunisienne, elle est aussi importante, et c'est pratiquement aussi des projets Horizon 2020, leur gestion. Nous avons du potentiel, c'est vrai, il faut capitaliser sur ça. Nous travaillons sur ce capital, aussi que nous sommes arrivés à former des jeunes Tunisiens sur l'ingénierie de montage de projets dans le cadre d'Emory. Nous avons aussi une équipe très dynamique de mobidiciens, H2020, dans les technopoles et les centres de recherche, qui ont montré un dynamisme extraordinaire et dans leur effectif des soumissions très importantes. Donc, je dis bien un nombre de soumissions importantes. Ça serait bien si tous les PFI travaillent sur le nombre de soumissions réalisées par son institution, parce que aller sur un projet européen, soumettre un projet européen, c'est un exercice d'apprentissage et c'est très important de travailler sur ça. Certes, notre analyse aussi a été faite sur des pistes d'amélioration, parce qu'il y a des points négatifs dans tout ça. Il y a des difficultés administratives au niveau de la gestion de projets à l'échelle tunisienne, à l'échelle pratiquement de tous les pays. On travaille au quotidien via nos NCP, aspects légaux et financiers, pour répondre aux questions des participants. On a aussi l'objectif d'aller plus loin sur le programme Horizon Europe et arriver à faire passer des textes de loi qui vont améliorer les processus de l'usage des fonds compétitifs européens. Donc, impliquer plus fortement le secteur de la santé, parce qu'on a réellement de fortes capacités nationales, comme il venait de dire nos conseillers scientifiques, Sinormen et Céphale. Donc, connecter la santé à des thématiques émergentes, c'est très important. Mobiliser les laboratoires des hôpitaux aussi. Nous allons lever ce défi pour travailler sur ça. Il y a aussi un point négatif qui est l'insuffisance des financements privés. Nous devons aussi accentuer la participation du secteur privé et nous allons mettre une stratégie avec Emory, des actions d'impliquer les PME et aussi les ONG dans le cadre de ces programmes-là. Donc, c'est vrai, il faut capitaliser sur le programme Horizon 2020. Il faut étudier les points positifs et les points négatifs et bâtir sur ça. Et aussi une intelligence collective de tout le réseau. Je suis optimiste pour qu'ensemble, on va réaliser réellement beaucoup de résultats positifs. Merci à vous tous. Donc, je cède la parole à mes collègues s'ils ont quelque chose à rajouter. Il y a Madame Laila Ammar qui lève la main aussi. Intissar. Allô? Vous m'entendez? Oui, Madame Laila. Oui. Bonjour. Bonjour à vous tous. Moi aussi, je voudrais vous remercier pour cette occasion, remercier tous mes collègues NCP, Madame Mariam et toute l'équipe de l'UGPE pour cette occasion. Mes collègues aussi, conseillers scientifiques et les PFI présents dans ce webinaire que je trouve vraiment très intéressant. Il arrive à la fin de H2020 et juste avant le démarrage d'Horizon Europe et c'est une étape charnière et c'est très bien de se projeter et de présenter Horizon Europe et ce qui attend la communauté scientifique. Je remercie tous mes collègues qui ont fait une présentation exhaustive de ce programme-là. Et donc, à mon avis, le message maintenant qu'il faut vraiment lancer, surtout au PFI, c'est qu'on va entrer dans une deuxième phase du programme européen H2020, et ça sera Horizon Europe. Et vraiment, il faut saisir cette opportunité pour consolider ce qui a été fait.
Madame Mariam a présenté le bilan qui est sûrement satisfaisant, mais il faut vraiment le consolider. Il y a quelques insuffisances, comme l'a dit Mariam, un peu dans le domaine de la santé. Et j'invite tous les PFI qui travaillent dans les hôpitaux, dans les facultés de médecine, à justement multiplier les efforts pour sensibiliser la communauté scientifique. Parce que, bon, moi, je suis NCP depuis 2 ans. J'ai assisté à tous les efforts qui ont été faits, mais j'ai senti que l'impact n'a pas été suffisant pour plusieurs raisons en fait. La réceptivité, disons, de nos collègues dans les hôpitaux, de par leur responsabilité à l'hôpital, de par leur manque de disponibilité, peut-être l'impact n'a pas été suffisant. Donc j'invite vraiment tous les PFI dans le domaine de la santé de maximiser les efforts pour impliquer davantage. Et puis il y a bien sûr nous, notre rôle NCP et les conseillers scientifiques dans le cadre des RTN qu'il faut dynamiser, qu'il faut accélérer la création de ces RTN. Parce qu'Horizon Europe, avec tous les détails que vous avez présentés, c'est une autre opportunité qui s'offre à nous et on a toutes les compétences, on a tout le potentiel, donc il faut vraiment ne pas rater, que ce soit, quels que soient les résultats des négociations, on aura certainement de nombreuses occasions de saisir les opportunités et d'avoir le financement nécessaire pour monter des projets européens dans le cadre soit de consortium ou bénéficier de certaines bourses. Alors, j'ai une petite suggestion, si vous permettez, c'est de multiplier éventuellement, de faire des réunions, des webinaires comme ça périodiques pour une mise à jour en quelque sorte, pour un retour d'expérience et pourquoi pas inviter les PFI dès la rentrée au mois de janvier de s'engager, pourquoi pas, à organiser au moins un événement dans chaque institution et pour commencer à sensibiliser sur le programme européen. Et merci. Merci beaucoup, Madame Leïla. Merci beaucoup à tous les participants. Nous serons au rendez-vous pour vous donner les informations à chaque fois qu'il y a des nouveautés. Ne vous en faites pas. On est là pour faire le suivi et pour le partage d'informations parce que c'est important de capitaliser sur cela. Merci Philippe de vérifier avec moi s'il y a d'autres questions. Oui, je regardais les dernières questions. C'est des questions, on aura besoin davantage de webinaires, bien sûr, vous en aurez, mais vous pouvez aussi faire des requêtes. Hein. Là, on vous propose des choses, on vous a proposé un webinaire. Si un groupe de PFI d'université veut qu'on ait une séance de travail et vous pouvez nous faire ce type de requête. Hein. Essentiellement, tout ne viendra pas du ministère. C'est aussi à vous d'avoir une démarche proactive, de faire le compte de vos besoins et nous, on réagira en fonction de vos requêtes, hein, au mieux. Voilà, donc vous aurez, il y a plein de webinaires qui sont prévus. Bon, maintenant, on va adapter notre offre à votre demande. C'est la loi du monde capitaliste. Bon, voilà, j'arrête de dire des bêtises. Merci, tout à fait. On est là pour vous. Donc, je remercie mes collègues, Shaima, Sanda, Ameni, Walid, tout le réseau PFI présent, Intisar aussi pour la gestion du webinaire. Merci Intisar. Merci à tous les incipients, nos CS et nos PFI et à très bientôt. Merci. À très bientôt. Au revoir.